Monsieur Dany Robert Dufour, vous êtes philosophe, professeur de philosophie de l'éducation à l'université Paris 8, ancien directeur de programme au Collège international de philosophie de 2004 à 2010, ancien résident à l'Institut d'études avancées de Nantes en 2010 et 2011, et actuellement vous êtes membre du conseil scientifique de cet institut. Votre travail porte principalement sur les processus symboliques et se situe à la jonction de la philosophie du langage, de la philosophie politique et de la psychanalyse. Nous pouvons citer quelques ouvrages: Le divin marché, chez De Noël, La cité perverse, chez De Noël, Le délire occidental et ses effets actuels dans la vie quotidienne, Travail, loisirs, amour, aux liens qui libèrent, L'enfant face aux médias, quelle responsabilité sociale et familiale, avec Dominique Otavi, aux éditions Faber. Et puis, je voulais citer votre dernier livre de juin 15 qui s'appelle Pléonexie, à la bibliothèque du MOS, qui est le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. Et pour la petite histoire, ce livre a été recommandé par France Inter la semaine dernière pour être le livre à emporter à la plage. Livre de philosophie, ce qui est quand même... Voilà. Tous ces livres, ce sont autant d'écrits en lien avec votre intervention d'aujourd'hui. Vous allez nous parler des ravages que l'écran peut opérer. J'ai en mémoire certaines images du film Bénice Vidéo de Michael Haneke, qui aborde frontalement ce phénomène de modification du sujet. Le cinéaste critique une société noyée dans un flot constant d'images qui rend poreuse la frontière entre la réalité et l'image virtuelle. Benny, adolescent d'origine bourgeoise, coupé de toute communication avec des parents trop souvent absents, s'est enfermé dans l'univers de la vidéo, dans un monde d'images et de fiction qui lui sert de carapace face au monde extérieur. Peu à peu, son sens des réalités et des valeurs se déforme jusqu'au drame. Dans l'école, les personnels qui y travaillent sont en première ligne pour témoigner de cette invasion d'écrans et d'images, ainsi que des modifications que certains enfants rencontrent à présent dans l'accès à la symbolisation, dont l'accès est la base de notre travail de rééducateur. Tels sont les risques d'un monde d'images et ses conséquences que vous allez évoquer. Je passe la parole à Patricia. Monsieur Robert Dufour, permettez-moi à mon tour de vous remercier, au nom de l'équipe et de tous les congressistes, de votre participation à notre congrès. Votre présence parmi nous s'origine aussi dans la découverte d'un entretien que vous aviez accordé le 30 septembre 2010 à un journaliste sur le site de yapaka.belgique, que je vous recommande. Son intitulé, sous forme d'une question, « La télévision, un troisième parent qui délie ?» se proposait de réfléchir à la place occupée par la télévision dans l'espace familial, les transformations qu'elle y a produites et ses effets sur la communication au sein de la famille aujourd'hui. Cette télévision, rebaptisée en effet « troisième parent » dans le cadre d'études nord-américaines déjà anciennes, en vient à occuper souvent une place plus importante que les deux premiers, et parfois même défait ce qu'il devrait faire. Ce troisième parent a engendré, a donné naissance à des enfants de la télé. Ces enfants qui nous préoccupent beaucoup dans nos pratiques quotidiennes à l'école et qui sont sans doute à l'origine du choix du thème de notre congrès. Ce troisième parent qui est de plus en plus souvent représenté dans les dessins des enfants, même lorsqu'il s'agit du dessin d'un conte. Ces enfants ayant chambre avec vue sur la télé et qui ne connaîtront peut-être jamais la maison avec vue sur le placard à balai de Gris Paris, vous nous en parlez plus longuement dans un texte très complet sur ces questions, L'enfant et les médias, avec le sous-titre qui a toute son importance, Quelle responsabilité sociale et familiale, qui est également disponible sur Yapaka. Vous nous y proposez des outils de réflexion pour aborder les nouveaux comportements et les nouvelles problématiques nées de la fréquentation quotidienne et souvent excessive de la télévision. Par exemple, vous avez construit la notion de stade du miroir télévisuel
pour nommer cette aspiration de plus en plus répandue à vouloir être du côté des regardés, qui semble devenir la nouvelle manière d'exister vraiment, pour les adolescents notamment, mais pas seulement. Votre exposé aujourd'hui s'élargira à d'autres images et aux modifications qu'elles provoquent, notamment dans l'accès à la symbolisation et par voie de conséquence à la discursivité. Monsieur Robert Dufour, nous vous écoutons. Merci beaucoup aux organisateurs de cette invitation. Je crois en effet que vous êtes aux premières lignes pour ressentir les effets donc sur la symbolisation, la subjectivation et la socialisation de ces nouveaux usages de l'image. Vous comprenez déjà, après le peu qui vient d'être dit, que je vais mener une analyse très, très critique. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de bons usages de l'image et de ses pratiques, mais je pense qu'on ne peut découvrir ces bons usages que si on a compris l'usage aussi délétère, l'usage aussi, disons, maléfique, l'usage problématique qui, la plupart du temps, en est malheureusement fait. Donc je commencerai par étudier le rôle de la télévision dans la mesure où il s'agit, contrairement au cinéma, d'un médium domestique, installé donc au cœur de l'espace familial, touchant donc très tôt les enfants. Alors sur la place actuelle de la télévision auprès des enfants, je ne citerai qu'une étude, mais beaucoup de chiffres concordent entre eux. Il s'agit d'une très très vaste étude internationale qui a été réalisée pour l'UNESCO il y a une quinzaine d'années par Joe Grubel, où l'on peut lire ceci. Les enfants du monde passent en moyenne 3 heures par jour devant le petit écran, ce qui représente au moins 50% de plus de temps consacré à ce médium qu'à toute autre activité parascolaire, y compris les devoirs, passer du temps avec la famille, des amis ou lire. Fin de citation. Ce chiffre déjà considérable n'est pourtant qu'une moyenne. Près d'un tiers des familles, des enfants regardent la télévision 4 heures par jour ou plus. Concernant la France, ces chiffres, depuis donc que cette vaste étude internationale a été publiée, il y a une quinzaine d'années, ont légèrement baissé, mais ils ont été relayés par l'usage des jeux vidéo et des smartphones, comme le confirme l'enquête INSEE première de mars 2013. Alors l'hypothèse que je vais travailler est la suivante. Depuis maintenant plus de 50 ans de génération, donc, que la télévision étend son empire dans le monde, ce sont les conditions mêmes de la socialisation et de la subjectivation telles qu'elles étaient opérées par ces deux grandes institutions, la famille et l'école, qui se trouvent profondément modifiées. J'aborderai donc ici 2 aspects que je juge d'autant plus importants qu'ils sont à peu près toujours passés sous silence. La question des transformations produites par la famille, dans la famille par la télévision, donc médium domestique, comme je l'ai dit, et les problèmes des dérèglements dans l'accès à la symbolisation produits par l'image télévisuelle en général et par l'image en particulier. Premièrement, donc, la famille. Qu'est-ce qu'une famille aujourd'hui? La réponse est qu'on ne sait plus très très bien, à vrai dire. On sait ce qu'elle n'est plus. Ce n'est plus la grande famille supposément élargie d'autrefois, avec son cortège de grands-parents, d'oncles, de tantes, de nièces, de cousins, vivant éventuellement sous le même toit ou dans des foyers à proximité. Mais c'est souvent, étant donné l'allongement de la durée de la vie, la coexistence possible de 3 ou de 4 générations. C'est parfois aussi, étant donné la fréquence ce qu'on appelle les recompositions familiales, divorces et autres,
Plusieurs familles intriquées et éclatées en plusieurs foyers autonomes entre lesquels les enfants circulent. C'est aussi maintenant la famille homoparentale. C'est enfin, dans un nombre important de cas, une famille réduite à la portion congrue, soit ce qu'on appelle la famille monoparentale. Je ne m'attarde pas à ces traits, sachant qu'ils ont déjà été étudiés, notamment par de bons auteurs, par exemple Irène Théry. Ce que je retiens, c'est quelque chose que j'appellerais l'individualisation, la privatisation et la pluralisation de la famille, issue de la désarticulation inédite des liens de conjugalité et des liens de filiation. Certains auteurs évoquent même une désinstitutionnalisation de la famille qui serait à rattacher à la chute des relations d'autorité dans la famille et à la montée des relations d'égalité. Ce phénomène serait à mettre en relation avec l'égalisation repérée dès Tocqueville, sinon des conditions de vie, du moins des droits des individus démocratiques, qui conduit ceux-ci à se voir égaux en toutes circonstances. Hommes, femmes, pères, mères, parents, enfants, ces grandes différences autrefois instituantes de rôles spécifiques et de relations de dominance s'estompent aujourd'hui en affaiblissant du même pas les structures familiales classiques. Si la famille ne fonctionne plus selon une distribution nécessaire des rôles marqués, elle tend alors en effet à se désinstitutionnaliser, ce qui n'implique pas la disparition de la famille, mais sa banalisation de groupes structurés par des pôles et des rôles. La famille devient un simple regroupement fonctionnel d'intérêts, disons, économico-affectifs, ce qui se solde par la fin, souvent, des grands rituels familiaux classiques et par la fin de l'espace hiérarchisé, l'organisation hiérarchisée de l'espace-temps familial. De façon pratique, cela signifie par exemple que chacun, père, mère, enfant, ira grappiller dans le réfrigérateur de quoi se sustenter aux heures où il faudra apaiser sa faim, avant de retourner dans sa chambre, devant la télé ou la vidéo, sans nécessairement en passer par le rituel commun du repas. Ces aspects sont déjà connus, ce qui l'est moins, ce sont les modifications introduites par l'usage de la télévision dans cet espace. La télévision change en effet les contours de la famille en affaiblissant encore plus le rôle déjà réduit de la famille réelle et en créant une sorte de famille virtuelle venue s'adjoindre à la précédente. Pour prendre la véritable mesure de la famille aujourd'hui dans la formation de l'enfant et de l'adolescent, il faudrait tenir compte de ce que les études nord-américaines, comme vous l'avez déjà dit, appellent déjà depuis longtemps le troisième parent. C'est un terme qui a déjà été introduit en France, notamment dans un rapport remis à Monsieur le Président du Sénat au début des années 2000, où il s'interrogeait donc sur le rôle de la télévision comme troisième parent. Il ne me semble pas qu'on devrait aujourd'hui considérer cette expression comme une simple métaphore, tant ce troisième parent occupe souvent une place parfois plus importante que les deux premiers. Or, ce nouveau parent amène avec lui, dans l'espace désormais désinstitutionnalisé de l'ancienne famille, sa propre famille, qui, pour être virtuelle, n'en est pas moins envahissante. Ce troisième parent pour les enfants, qui est en même temps le meilleur ami de la famille pour les vrais parents, constitue en somme le vecteur qui permet d'abouter au reste de la famille réelle une nouvelle famille virtuelle. De sorte que se trouvent considérablement modifiés les contours de ce qu'on appelle donc aujourd'hui la famille.
Cette extension virtuelle de la famille s'est d'autant mieux facilement imposée que la propagation des postes de télévision s'est répandue dans tout l'espace privé. En plus donc du poste trônant au centre du foyer, dans le salon, comme il y a 1 ou 2 générations, on en trouve désormais jusque dans les chambres des enfants. Je vous rappelle qu'en Europe, entre 1/3 et 2/3 des enfants ont désormais la télévision dans leur chambre, selon les pays et selon les milieux familiaux. À cet égard, on peut dire que près de 75% des enfants dans des milieux défavorisés, en Angleterre par exemple, possèdent la télévision dans leur chambre. Donc, ce qui nous place dans la situation de Pénis Vidéo dont vous parliez tout à l'heure. À noter que ces chiffres s'appliquent aux enfants entre 0 et 3 ans, puisqu'il existe maintenant des chaînes pour bébés, comme Baby First, certes plus en France, puisque ça a été donc arrêté, plus ou moins interdit en 2010, mais encore dans 28 pays dans le monde, notamment, bien sûr, États-Unis, Angleterre et autres. Notez bien toutefois que la disparition de Baby First, la chaîne Baby First, n'évite pas que les braves bébés français soient mis devant d'autres chaînes de la télévision. Cette extension virtuelle de la famille permise par le 3e parent a été relativement peu perçue par les sciences sociales. Elle avait pourtant été parfaitement repérée dès les débuts du règne de la télévision par la littérature, notamment aux États-Unis. En 1953, dans un saisissant roman d'anticipation intitulé Fahrenheit 451, l'auteur américain Ray Bradbury montrait plusieurs aspects du problème dont on a souvent retenu qu'un seul, une société où la télévision a pris la place du livre. Il y a eu un film réalisé par François Truffaut en 1966 qui reprenait le thème principal du film. L'action se situe dans un futur proche, la société ne tolère plus l'existence de livres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont jugés dangereux et ils sont officiellement considérés comme empêchant les gens d'être, je cite, épanouis. Les pompiers donc n'éteignent plus les feux, ils débusquent les lecteurs, récupèrent les ouvrages illicites et allument des autodafés. Le héros du récit s'appelle Montag et il appartient à l'une de ces brigades de pompiers chargés de débusquer les livres et des brûlés. Citoyen zélé, il effectue son travail sans se poser de questions jusqu'au jour où il croise Clarisse, une jeune institutrice amoureuse des livres qui le fait douter de sa fonction. Et il n'en faudra pas plus pour que Montag prenne goût aux fruits défendus de la lecture et cherche le contact avec des hommes qui sont partis se réfugier dans les marges de la société, ceux qu'on appelle les hommes livres, et qui ont mémorisé, puisque les livres sont interdits, tous les grands livres, ce qui fait que les personnages s'appellent, par exemple, je m'appelle La République de Platon. Si l'on a bien perçu la question du rapport télé-livre posée par ce récit, j'y reviendrai plus loin, on a peu pris en compte la seconde question décisive qu'il abordait, la question comme nouvelle famille. Cet aspect est cependant très présent à partir du grand rôle donné dans le récit à l'épouse de Montag, qui s'appelle Mildred. C'est autre nom, elle porte un autre nom dans le film, Linda. Linda est complètement assujettie au système de la vie aseptisée et obligatoirement heureuse institué par ce qui dans le livre s'appelle le gouvernement. Elle consomme autant de pilules et de comprimés qu'il en faut pour éviter toute anxiété et surtout elle vit avec la télévision qui se trouve
dans toutes les pièces du foyer et qui couvre toute la surface du mur. Le récit, 1953, a un peu d'avance sur notre technologie, mais nous avons déjà des écrans plats de plus en plus grands. Ça s'appelle dans le livre des murs parlants. Et les murs parlants représentent ce qu'elle appelle sa famille. Les personnages virtuels de cette famille, entre guillemets, vivent donc tous les jours dans le salon de Mildred, dont l'ambition la plus significative est de pouvoir se payer un jour un 4e mur parlant. Et de fait, la vie avec une vraie famille s'étant estompée, il ne reste à Mildred que cette autre famille. La force du roman est d'avoir su très tôt révéler ce trait. Cependant que la famille réelle, avec ses anciens rapports de place, disparaissait lentement dans les limbes de l'histoire, elle se trouvait remplacée par une famille virtuelle, incessamment renouvelée, une nouvelle communauté immense et volatile, amenée par la télévision. Ce que le roman avait saisi dès 1953, c'est que les téléspectateurs, désertant les anciens rapports sociaux réels, se mettaient tous à appartenir à une même famille, guillemets, ayant soudain les mêmes oncles, raconteurs d'histoires drôles, les mêmes tantes gouailleuses, les mêmes cousins dévoilant leur vie. Et de fait, si l'on considère les nombreux talk-shows et autres émissions de divertissement que proposent aujourd'hui nos chaînes généralistes, c'est toute une galerie de portraits de famille qu'on y trouve. On y trouve quoi? Le timide impénitent, puis le hâbleur incorrigible, en passant par le râleur patenté, l'ex-militant recyclé en paillettes, le prof idiot, bien sûr, l'écolo de la bonne bouffe, le cynique un peu gaulois, la blonde pétulante à anatomie renforcée, l'éternelle idole des jeunes, le crooner du 3e âge, la pornostar en défenseur des droits de l'homme, le gay dans toutes ses déclinaisons, le handicapé rigolo, la drag queen tout-terrain, le penseur attitré, le beurre tchatcheur, le défenseur des bonnes causes perdues d'avance, et même le psychanalyste plein de sous-entendus freudo-lacaniens. Soit une cinquantaine de personnes circulant sans cesse d'une chaîne à l'autre et valant de l'or, derrière lesquelles courent les hommes politiques en mal d'audience. Ce que les histoires de famille, les petites et les grandes, les drôles et les tragiques, n'apportent plus, c'est désormais la famille, entre guillemets, de la télévision qui est appelée à y pourvoir. C'est elle qui console les esseulés et anime les groupes en manque de verve. Non seulement la télévision fournit une famille, mais elle constitue ceux qui la regardent comme une grande famille où les gens apprennent à se connaître, au double sens du terme, se connaître les uns les autres et se connaître eux-mêmes. Le temps est ainsi venu où, dans une multitude de programmes d'expression de soi, chacun se confie à tous dans un idéal de transparence où l'on ne peut plus rien cacher. De sorte que l'indécence n'est plus ce qu'elle était, elle consiste à présent à cacher quelque chose de son intimité, c'est du moins ainsi que la définissait une écrivaine star du petit écran qui affirmait donc il y a peu que l'indécence désormais c'était de cacher son intimité. Le ciment de cette grande famille, entre guillemets, c'est la sincérité sur laquelle chacun est jugé. Peu importe qu'un tel et un tel défendent des positions contraires, ils auront tous les deux raison pourvu qu'ils paraissent sincères, c'est-à-dire sincères avec eux-mêmes. Le temps donc du soupçon critique, de la mise en question de tout idéal de transparence est révolu. À longueur d'émission, les secrets de famille les mieux gardés sont tous éventés. Aucun ne résiste au grand déballage. Sous le soleil de Big Brother, chacun doit tout dire à tous. Même les adolescents et les jeunes adultes en passent par là maintenant.
par les émissions dites de télé-réalité qui ont commencé en France avec Love Story ou Star Academy pour aller maintenant jusqu'à Koh-Lanta, Ferme Célébrité, Allô Nabila, j'en passe, et des meilleurs, c'est-à-dire des pires. Quand je suis venu hier en train, je venais de Paris, j'étais dans le métro, et dans le métro, on distribue des journaux gratuits, ici aussi, je suppose. Et je lisais ça dans un de ces journaux gratuits, Métro News. TF1 lancera la 4e saison de Qui veut épouser mon fils ce soir. Toujours présenté par Elsa Fayer, le programme de dating, c'est prendre des rencarts, prendre des rendez-vous, proposera à 3 célibataires de trouver l'amour avec l'aide de leur maman. Alors là, si on n'est pas dans un espace de famille virtuelle, où est-ce qu'on est, franchement? On y est en plein. Alors il y a des commentaires. Bien que Rosa, c'est une maman, soit ouverte, elle aimerait bien que son fils passe la bague au doigt à une jeune fille de bonne famille. Mais pas sûr que le Tanguy de la famille soit prêt à quitter le nid. Donc, on est plein dans un espace familialiste. La nouveauté de ces émissions, qui nous rapproche encore de Fahrenheit 451, où les murs parlants sont interactifs, c'est que cette famille, entre guillemets, le spectateur peut souvent la composer à son gré. Par exemple, en prenant son téléphone portable et en tapant 1 s'il veut soutenir Loana, ou 2 s'il veut éloigner Élodie. Alors, bon, bien sûr, on pourra se demander, après tout, pourquoi pas cette virtualisation des rapports familiaux? N'est-ce pas là le cours même de l'histoire qui fait que tout évolue, de sorte qu'il n'y aurait aucune raison de porter un jugement dépréciatif sur la période actuelle, surtout si c'est pour mieux valoriser celle qui n'existe plus. D'ailleurs, le temps où l'on étouffait dans les familles réelles n'est pas si loin. Le fameux « Famille, je vous hais » de Gide, repris par les étudiants de 1968, ne remonte qu'à 1 ou 2 générations. En ce sens, ne faut-il pas mieux une famille, entre guillemets, virtuelle qu'une vraie famille, sachant que, quand on est vraiment fatigué, il suffit de tourner le bouton sans avoir, comme autrefois, à tuer le père, comme on disait. Un petit problème à résoudre. Celui qui aime les personnages de cette famille, entre guillemets, ne peut pas être payé de retour, car ceux-ci, étant virtuels, ne peuvent qu'être parfaitement indifférents à son sort. Et donc la solution, c'est de pallier cette indifférence par des surdémonstrations d'amour, constamment faites dans ces émissions, de façon à faire oublier la non-réciprocité fondamentale du médium, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. De là s'ensuivent une nouvelle question et une nouvelle réponse. Pourquoi y a-t-il lieu de faire toutes ces dépenses en technologie, des caméras, des techniciens, des grilles de programmes, des satellites, des réseaux, etc., et en investissements divers, des investissements financiers, libidinaux, etc., si c'est pour ne pas vraiment faire exister les sujets qui regardent la télévision en y passant tout leur temps? La réponse est ailleurs. Si ce n'est pas l'existence subjective de l'autre qui préoccupe cette famille, c'est parce que rien ne préoccupe cette famille dans la mesure où elle n'est elle-même qu'un leurre. Un leurre qui vise à produire des sensations chez celui qui les reçoit. Un leurre, c'est-à-dire des simulacres qui sont en effet produits par une industrie culturelle qui, comme toute industrie, cherche avant tout à dégager des profits. Eh bien, la famille donc virtuelle, guillemets, et toute sa soupe affective que les spectateurs peuvent boire jusqu'à la lie, c'est-à-dire jusqu'aux émissions poubelles, n'est en fait qu'un leurre derrière lequel se cache la seule réalité consistante, l'audience. L'audience, donc, fidélisée par le simulacre,
qui se mesurent, se découpent en parts afin de pouvoir se vendre et s'acheter sur le marché des industries culturelles. Donc s'il restait un esprit assez naïf pour croire que la qualité des émissions entre en ligne de compte dans la programmation, il risque fort de déchanter dès la première investigation. En fait, seul compte l'audience, car c'est uniquement cela qui influe sur les affaires sérieuses, le prix des espaces publicitaires. Qu'on ne voit dans ce propos nul mauvais procès, je me contente de répéter la règle que l'ancien directeur de programme de TF1, désormais nouveau patron du pôle TV du groupe Énergie, a énoncé à l'usage des apprentis programmateurs lorsqu'il était professeur à l'université de Dauphine. Je cite, écoutez bien. Il est inutile d'augmenter les coûts pour provoquer un programme meilleur que celui qu'on diffuse déjà, si vous avez déjà la meilleure audience. Eh bien, je n'épilogue pas, chacun connaît aujourd'hui les propos tristement célèbres par leur cynisme cru, tenus à l'origine en petit comité par M. Patrick Lelay, ex-président de TF1, qui confirmait à ses pairs, grands patrons comme lui, que, vous connaissez cette fameuse sortie, je cite, « Nos émissions ont pour vocation de rendre le cerveau du spectateur disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. » Il convient donc d'inventorier cette vaste zone d'ombre où de l'énergie psychique est captée pour être convertie en audience. Vous avez compris mon hypothèse. Ce qui permet à cette audience de se constituer comme fidèle s'explique par le fonctionnement de la télé comme famille virtuelle de substitution. En somme, à toute considération angélique qui ferait valoir une irrésistible évolution des rapports humains tendant d'eux-mêmes à leur virtualisation, il faut répondre que nous avons perdu les rapports d'autorité parfois insupportables de la famille réelle de naguère pour nous soumettre aux rapports marchands purs et durs qui structurent en sous-main cette famille. La culture est donc devenue un marché à conquérir. Du coup, ce qui est oublié, c'est le rôle de la culture dans la formation des personnes. Pour comprendre ceci, il faut mentionner qu'il existait jusqu'à récemment une économie des biens matériels et une économie des biens spirituels. La première économie visait à la production de richesses, et la seconde à l'institution des personnes. Chacune de ces deux économies avait ses lois et ses corps de métier propres. Ici, donc, des entrepreneurs pour produire, selon les lois du marché, des biens matériels, et là, des clercs, religieux ou laïcs, pour produire, selon des valeurs transcendantales ou morales, des biens spirituels. Or, nous assistons avec la fantastique montée en puissance des industries culturelles à un ajustement des lois de l'institution des personnes sur les lois du marché. L'industrie culturelle ayant pris la relève des clercs, ceux-ci, les intellectuels, professeurs, précepteurs, littérateurs, bref, tous ceux qui avaient souci de la formation individuelle de leurs protégés, eh bien tout cela, tous ces clercs, laïcs, font désormais figure de dinosaures de la culture. C'est désormais l'industrie culturelle qui est directement en charge de la production des biens spirituels et de ce qu'on pourra appeler l'anthropofacture des individus, sans qu'au demeurant, cette industrie culturelle sache vraiment comment faire. Ce qui donne, entre autres effets, la famille télévisuelle. Or, la moindre prise en compte de cette famille, geste
indispensable si l'on veut vraiment décrire et penser notre monde, permet de développer une puissante interrogation à l'encontre de toutes les analyses qui présentent notre époque comme fondamentalement individualiste. En fait, l'existence de cette nouvelle famille, où baigne désormais l'enfant, n'incite nullement à parler de poussée individualiste. La télévision engendre bien plutôt des comportements grégaires. Le vrai nom de cette famille serait donc, aussi imprononçable soit-il, un troupeau qu'il ne s'agirait plus que de conduire là où l'on veut qu'il aille s'abreuver et se nourrir, c'est-à-dire vers des sources clairement désignées, fût-ce du Coca-Cola, comme le voulait Patrick Lelay, ex-président de TF1. Il y aurait certainement beaucoup à discuter sur l'existence ou non d'un individualisme contemporain dans nos sociétés. Mais pour désamorcer sans tarder quelques possibles malentendus, il me semble nécessaire de souligner que parler d'une société troupeau n'est nullement incompatible avec le déploiement d'une culture de l'égoïsme érigée en règle de vie. Cette vie dans un troupeau virtuel, incessamment menée vers des sources providentielles, pleines de sirènes et de naïades suppose en effet un égoïsme hypertrophié, présenté comme accomplissement démocratique. Écoutez simplement ce que les petits récits publicitaires disent. Avec nous, avec cette banque, tu seras au centre du système. Sois toujours plus toi-même en participant toujours plus à la famille. J'appelle donc cela un égoïsme grégaire. Et avec cet égoïsme grégaire, nous nous retrouvons devant un type d'agrégat social, de lien social, si vous voulez, assez nouveau, qu'il conviendrait d'inventorier d'autant plus très vite. On aura compris, je pense, que les anciennes et géniales analyses de Freud, de psychologie collective et analyse du moi, à propos des foules conventionnelles comme l'armée, l'Église, ne me semble absolument plus suffire pour rendre compte de ce nouveau type d'agrégat et de lien social. Si l'industrie culturelle ne sait probablement que faire pour instituer les sujets, la simple nécessité commerciale de contrôle des parts de marché n'est toutefois pas sans effet sur les consciences, par une synchronisation de ces consciences et par une perte de leur singularité. Phénomène dont on peut penser qu'ils sont à l'origine de ce qu'on pourrait appeler une détresse symbolique où chacun est laissé à lui-même. Je n'insiste pas, on a assez dit que notre époque n'était plus répressive ou moins répressive, mais qu'elle était plus dépressive. Question, comment fonctionnent désormais dans ce système égo-grégaire les processus d'individuation? Car en dépit de la grégarisation des consciences produite par le sentiment d'appartir à la même famille virtuelle, il se met en place des processus d'individuation nouveaux et paradoxaux. Il se découvre dans ces processus actuels de subjectivation des choses, certes passionnantes pour le chercheur, mais très intrigantes pour le cours que prend les formes actuelles du lien personnel et social. Notamment celle-ci, la modalité d'individuation fondamentale qui prévaut dans la famille, c'est la construction de soi par les autres. L'incroyable besoin de devenir célèbre qui saisit les jeunes gens serait aujourd'hui à interroger en ce sens. Il se mesure, par exemple, à la façon dont nombre d'adolescents courent derrière une apparition dans une télé-réalité qui leur permettrait enfin de croire qu'ils sont bien là puisqu'ils ont été choisis pour que d'autres les voient à l'écran. Ce besoin s'accorde au fond à un fantastique souci de conformité, puisque je ne peux devenir célèbre et rallier les suffrages qu'en présentant aux autres le maximum de traits d'identification avec eux.
En ce sens, les jeunes stars, comme on dit aujourd'hui, sont ceux qui rassemblent le plus à ce que veut la famille, c'est-à-dire la foule. Je rappelle ici pour mémoire, au cas où on l'aurait déjà oublié, que naguère, on ne pouvait devenir célèbre qu'en présentant un trait distinctif singulier. Savoir faire, par exemple, au moins une chose que personne ou presque ne savait faire. Par exemple, jouer très bien du piano. Aujourd'hui, c'en est fini de ce principe d'individuation qui me faisait être par moi-même ce que d'autres ne pouvaient être et qui impliquait donc, pour moi, une ascèse, une formation, des stratégies, des apprentissages. Désormais, je suis célèbre lorsque je réponds au plus proche et au plus vite de ce que ou à ce que les autres veulent de moi. Je peux alors échapper à la déprime en étant passé de l'autre côté de la famille, du côté des regardés. Donc c'est là où on retrouve la question que vous avez introduite tout à l'heure, puisque la grande épreuve d'individuation constituante aujourd'hui fait appel à ce qu'on pourrait appeler, donc, ce que j'ai appelé le stade du miroir télévisuel. Un nouveau stade qui met en jeu, par rapport à l'ancien, un mécanisme spatial et visuel différent et original. On sait que dans le stade du miroir classique, je m'identifie à moi-même à l'erreur près de la gauche et de la droite. Lorsque je suis devant un miroir, il suffit que je lève la main droite pour que le type en face de moi lève la main gauche, ce que je prends pour sa main gauche. Donc nous sommes dans des espaces orientés et c'est dans cet espace orienté qui intervertit la gauche et la droite que se forme le sentiment d'adhésion intime de moi à moi éprouvé au miroir et qui a tellement intéressé le champ psychanalytique. Je suis en somme dans le stade du miroir classique façonné sur une erreur nécessaire qui, comme le dit celui qui a introduit cette question, Lacan, dans la psychanalyse, le stade du miroir inscrit toute la vie dans une ligne de fiction, une fiction que je dois développer et construire. De là vient probablement le fait que je ne pourrai jamais tout dire sur moi, puisqu'au fond de la certitude qui me constitue comme telle, il y a quelque chose comme une erreur. Quant à la caméra, revenons à la caméra, on aura probablement remarqué qu'elle n'inverse pas la gauche et la droite, sinon on verrait à l'envers le titre des livres, donc des romans présentés dans les émissions. Si donc tout bon miroir inverse la gauche et la droite, alors qu'aucune caméra ne le fait, comment fais-je pour me reconnaître dans mon intimité lorsque je passe de regardant à regarder, de devant le poste à dans le poste? La réponse est simple, ce n'est pas moi qui me reconnais, ce sont les autres. On sait en effet que la réaction initiale de quelqu'un qui se voit pour la première fois en vidéo, c'est de dire que cela ne lui ressemble pas. En bref, il ne se reconnaît pas, il ne rencontre pas cette intime adhésion de soi à soi, autorisée par la confusion de la droite et de la gauche, comme dans le miroir. Ce sont les autres qui le reconnaissent, dans ce stade du miroir audiovisuel tant recherché aujourd'hui. Et on peut donc dire que ce sont les autres qui alors me disent, c'est-à-dire me dictent qui et ce que je suis. Je me vois à la caméra comme les autres me voient, je me vois comme un autre parmi d'autres, un autre que je dois en quelque sorte, comme on dit si bien aujourd'hui, gérer de façon finalement impersonnelle, comme si c'était moi. Eh bien, si chaque technologie a, comme on le dit souvent, sa perversion propre, il me semble qu'on n'a pas assez abordé les troubles dans la constitution subjective que l'usage de la télévision en famille permet. On devrait cependant, car étant donné l'extension de ce médium, il s'ensuit de sérieuses conséquences pour le lien social, dont nous n'avons probablement, jusqu'à aujourd'hui, encore perçu que des prémices. En tout cas, les personnalités, quand dans le champ de la psychanalyse, on appelle les personnalités comme si,
as if, qui avaient autrefois été décrites par, c'est maintenant qu'on détruit les premiers types de personnalités et qu'on construit des personnalités as if, avaient été parfaitement décrites par des grands psychanalystes comme Helen Deutsch ou comme Winnicott. Et ça nous amène aujourd'hui à ces troubles qu'on appelle souvent des psychoses non déclarées, psychoses blanches, psychoses froides ou états limites. Et donc tous ces états semblent aujourd'hui promis à un bel avenir. Alors, ceci ne constitue bien sûr qu'un premier repérage. Il y aurait à conduire plus loin l'investigation en suivant l'idée qu'il y a probablement autant d'aliénation à découvrir dans les nouvelles familles virtuelles d'aujourd'hui que dans les familles oedipiennes d'autrefois. Celles-ci furent découvertes comme le foyer privilégié de formation des différentes formes de névrose. Celles-là devraient être considérées comme porteuses de nouvelles formes de subjectivation, disons pour l'instant incertaines. J'aborde maintenant le deuxième aspect, la question de l'image, de la télévision et de l'accès au discours. Alors un rappel pour commencer, les chiffres que j'ai donnés en ouverture à propos de la multiplication des postes de télévision dans les foyers, où chaque enfant possède sa télé, concernent aussi, je l'ai dit, les enfants de 0 à 3 ans. C'est important parce que ça signifie que la télévision introduit une nouveauté anthropologique considérable. Désormais, les petits d'hommes se retrouvent très souvent devant l'écran avant même de parler. Certes, on peut aisément comprendre pourquoi. C'est le seul instrument qui permette de garder les enfants tranquilles sans s'en occuper. Mais il faut évaluer tous les effets de cette véritable mutation anthropologique. On s'en tient le plus souvent à la dénonciation des deux effets immédiats induits par l'usage de la télévision chez les jeunes et chez les tout jeunes. Le dressage précoce à la consommation et l'incitation à la violence. Reprenons donc brièvement ces deux questions toujours rencontrées avant de poser le problème légèrement autrement. Tout d'abord donc la consommation. On dit avec quelques raisons que la place considérable prise par la publicité à la télévision constitue, c'est autorisé dans toutes les chaînes, même publiques, jusqu'à 20 heures, et dans les chaînes privées. Donc, quand les enfants, dans la journée, regardent la télévision, c'est autorisé. Donc, on dit que ça constitue une véritable exhortation à la monoculture de la marchandise. C'est indubitablement vrai, mais cette remarque ne me semble pas aller au fond des choses. S'il n'existait que cette tentative d'influence continue sur les individus pour les transformer en consommateurs permanents dès leur plus jeune âge, ce serait déjà certes grave. Mais on pourrait répondre, comme on ne manque pas d'ailleurs de le faire, qu'il suffirait de mettre en place une véritable éducation à l'image pour donner à l'enfant, pour former l'enfant, à pouvoir résister à cette influence comme à tout autre. Or, le problème dépasse de loin la question d'une éducation critique. En effet, derrière la publicité à destination des jeunes et des très jeunes, il existe une visée, autrement dit plus radicale, qui ne se laisse plus décrire en termes d'objectifs simplement commerciaux, mais en termes de reconfiguration des subjectivités. Ce n'est plus seulement le désir de l'objet qui est constamment suscité, c'est l'être même du sujet qui est visé. Les plus avisés des publicitaires ont en effet parfaitement compris quelle partie ils pouvaient tirer de l'effondrement postmoderne, disons, de la famille classique, et quelle stratégie de substitution de repères ils pouvaient alors jouer. Il s'agit tout simplement de s'engouffrer, je cite le projet
d'une réunion d'études qui a été faite pour des publicitaires, qui disait dans son argument: il s'agit tout simplement de s'engouffrer, je cite littéralement, dans la fragilité de la famille et de l'autorité pour installer les marques comme nouveaux repères. Donc, vous voyez, il n'y a plus de pères, mais il y a des repères. C'est les logos des marques. L'opération a l'air de se dérouler de façon satisfaisante si l'on considère le nombre de jeunes, même pauvres, marqués en l'occurrence, c'est-à-dire dûment estampillés du logo des grandes marques et les exhibant crânement. Les marques fonctionnant comme nouveaux repères, nous sommes là au cœur d'une opération de reconfiguration inédite des subjectivités qu'aucune simple éducation à l'image ne saurait endiguer, tout simplement parce qu'elle arriverait de toute façon bien trop tard, lorsque le mal, disons, aurait déjà été fait. Deuxième problème, souvent mentionné, j'y reviens, la violence. C'est là un problème très complexe dont on ne peut rendre compte par des simplifications abusives. Partons de cette donnée. Vers 11 ans, l'enfant moyen aura vu environ 100 000 actes de violence à la télévision et aura assisté à 12 000 meurtres. On peut faire donc des films comme Benny's Video. Doit-on cependant déduire de cette donnée lourde que l'enfant chargé de tant d'images violentes est condamné à décharger cette violence dans le réel? Contrairement aux apparences, je dirais que la réponse n'est pas certaine. Pourquoi? Parce que on pourra en effet découvrir des enfants de la télé, comme on les appelle, ayant donc assisté à des milliers de pillages, viols et meurtres sur le petit écran. On pourra en trouver certains doux comme des agneaux dans la vie de tous les jours. Rien, en effet, ne prouve a priori que les enfants prennent tous la fiction pour la réalité. D'ailleurs, les temps anciens n'étaient pas exempts de violences indéfiniment montrées ou racontées aux enfants. Il ne faut donc pas céder à quelque forme d'angélisme que ce soit en pensant que tout était exempt de violence avant la télévision. Ne parlons par exemple que, sinon des faits réels, du moins des contes narrés, racontés par les supposés gentils grands-mères d'autrefois, eh bien, ils contenaient un lot respectable d'horribles histoires d'ogres, dévoreurs d'enfants, qui n'ont littéralement rien à envier aux images de violence diffusées aujourd'hui. Qu'on se souvienne, par exemple, de l'histoire particulièrement gore de Saint-Nicolas, avec ses corps d'enfants découpés en morceaux et mis au saloir. N'a-t-elle pas donné, cette histoire, la fameuse fête du 6 décembre, que j'ai connue dans ma jeunesse, dans l'Est de la France, où les enfants d'autrefois prenaient quelque avance sur Noël. La violence, donc, existe depuis toujours, et le problème, c'est qu'il faut bien que, en dépit de cette violence qui habite l'homme et l'humanité, l'homme apprenne à en faire quelque chose, apprenne à vivre avec et à symboliser. Toutefois, s'il est vrai qu'il existait jadis des récits de violence adressés aux enfants, celles-ci étaient essentiellement racontées. Ce qui fait intervenir deux instances cruciales. Premièrement, la grand-mère, disons. La grand-mère, en médiatisant l'horreur, l'intégrait dans le circuit énonciatif et la rendait en quelque sorte énonçable, verbalisable, c'est-à-dire sous quelque forme acceptable. Et deuxièmement, l'univers de l'ogre dans le conte était clairement imaginaire. Il obligeait l'enfant à penser cet univers comme un autre monde, celui de la fiction, alors que l'univers des feuilletons actuels, avec rixes, violence, viol, meurtre, sans distance avec le monde réel, est très réaliste, de sorte que ces deux mondes peuvent aisément être confondus désormais dans l'esprit de l'enfant.
Cette différence entre la violence montrée actuellement et la violence racontée d'alors ne prouve cependant pas que tous les enfants actuels ayant, comme on l'a dit, chambre avec vue, c'était vraiment, je pensais quand j'ai écrit ça, chambre avec vue à Bénis Vidéo, chambre avec vue sur télé, succombent nécessairement à la violence. C'est pourquoi il faut reprendre l'analyse sur de nouvelles bases. Pour avancer, il faut commencer par écarter sans appel, je dis bien sans appel, l'explication faussement scientifique en vogue aujourd'hui. Seuls franchiraient le pas fatal de la violence ceux qui seraient génétiquement prédisposés. Cette explication présente deux inconvénients majeurs. Elle renvoie ces jeunes gens à leur nature profonde, qui serait tarée. Et elle permet que tout continue comme précédemment, puisqu'elle laisse entendre que ce n'est nullement le médium qui est en cause, nullement l'industrie culturelle qui est en cause, mais certains de ses spectateurs qui devraient donc prendre leur bonne dose de psychotropes avant usage. Pour sortir de cette impasse, je propose donc ce déplacement que je pense capital. C'est bien le médium qui est en cause, mais ce n'est pas tant le contenu des images qui incite à la violence que le médium lui-même, quoi qu'il diffuse. Je vais m'expliquer sur ce point important. Écarter donc la fausse explication par la génétique ne suffit donc pas. Vous savez qu'on voulait avant, il y a quelques années, donc identifier les bébés voleurs de cubes dans les crèches, hein, pour les médicaliser des tout petits. Ça a suscité zéro de conduite, ça a suscité un tollé, évidemment, bon, parmi toutes les personnes informées. Bon. Donc il faut, pour essayer de comprendre tout ça, en finir avec l'explication simpliste que l'enfant imite nécessairement ce qu'il voit à la télévision, ce que présupposent beaucoup, par exemple, d'études sociologiques. Et il faut en venir à une formulation un peu plus exigeante du problème qui doit mettre en cause le médium lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire de conjecturer que l'exposition prématurée et continue à l'image télévisuelle peut obérer les conditions de transmission du don de parole de génération en génération et d'individu en individu dans notre espèce, qui est la seule, à ma connaissance, qui est une espèce parlante, l'espèce humaine. Il faut donc prendre en compte les possibles effets perturbateurs de l'introduction d'une nouvelle technique de communication, la même ou prédominée depuis la nuit des temps, la technique naturelle, comme on dit, langue naturelle. La technique naturelle, c'est quoi? C'est le discours oral de face à face. Je suppose en somme que l'inondation de l'espace infantile par ce robinet d'images constamment ouvert, d'où coule ce flux ininterrompu d'images et de sons, n'est pas sans effet considérable sur la formation ou la déformation du futur sujet parlant. Je vais essayer d'aborder la question de savoir comment cela peut produire des sujets mal installés dans le discours. En effet, en allant sans délai à la fin de mon raisonnement, avant de reprendre au pas à pas, je dirais qu'un sujet mal installé dans le discours a toutes les chances de se présenter comme un sujet inapte à jouer de toutes les subtilités de la mise en discours et de se trouver très vite contraint d'en passer au rapport physique, de force, pour obvier aux difficultés qu'il éprouve dans l'édification verbale du rapport de sens. Je veux dire que quand on est mal installé dans le rapport de sens, il ne nous reste que le rapport de force comme recours. Il me semble que seule cette hypothèse permet de comprendre que certains enfants de la télé peuvent échapper à un destin éventuellement violent, cependant que certains y succombent fatalement.
la différence entre les deux tenant au fait que les premiers sont installés dans le discours, cependant que les seconds n'ont eu que l'image télévisuelle pour accéder à la symbolisation. Il est donc temps de considérer la question des possibles dérangements sémiotiques, discursifs, produits par l'exposition massive à l'image télévisuelle. Pour répondre à cette question des effets de la télévision sur les enfants et les adolescents, il me semble donc indispensable de passer d'un niveau d'analyse purement sociologique, utile, à un discours susceptible de prendre en compte des questions, disons, psycho-sémiotiques, sémiogénétiques des sujets parlants, qui donc prend en compte la question de la discursivité et de l'accès à la discursivité. Il s'agit en somme de faire l'hypothèse que la transmission du don de parole dans l'espèce puisse être altérée par le fait que les petits d'hommes se retrouvent brusquement devant l'écran, s'adressant à tous et à personne en particulier avant même de parler. Fahrenheit 451, j'y reviens, montrait une société où la télévision avait pris toute la place au détriment des livres. Or, il faut se garder de tout jugement hâtif, tout simplement parce que l'autodafé des livres, là où existe la télévision, n'est probablement, espérons-le, pas inéluctable. Il faut donc mieux se déplacer vers la vraie question posée par Fahrenheit 451, qui me semble un peu plus subtile. Derrière l'opposition du livre et de la télévision, le vrai problème, ce sont les relations entre le texte et l'image. Considérons donc ce rapport. Et je m'acheminerai vers la fin de mon exposé. Tout d'abord, notons que l'exposition massive à l'image télévisuelle déroute, transforme le sens séculaire des rapports texte-image. Avant l'envahissement des rapports générationnels par la télévision, il existait bien sûr des images, mais l'initiation à la pratique symbolique partait du texte, à partir de quoi étaient inférées des images. J'entends par texte des énoncés oraux, paroles ordinaires, des contes, des versions de mythes ou de légendes, donc des textes oraux aussi bien que des textes consignés dans une écriture. Le texte saint, les feuilletons, les romans, etc. Il y avait donc ce qu'on pourrait appeler un primat du texte qui peut aisément d'ailleurs se concevoir à partir de certaines situations simples. Par exemple, l'audition d'un conteur, texte oral, l'audition d'un conteur ou la lecture d'un roman déclenche une activité psychique au cours de laquelle l'auditeur ou le lecteur crée des images mentales dont il devient en quelque sorte le premier spectateur. C'est lui qui les produit, c'est pas la télévision, c'est lui qui les produit, et donc il voit dans son fort intérieur ces images mentales. Or, tout est là, tous les auditeurs ou tous les lecteurs ne voient pas les mêmes images. Un conte ne suscite pas partout, chez chacun de ceux qui l'écoutent, les mêmes images mentales. Donc, on peut dire que chacun voit dans son fort intérieur, dans une conscience singulière. On voit, donc, en lisant un texte ou en entendant un quelconque propos, mais il est à souligner qu'on voit ce qu'aucune image vraie ne peut véritablement montrer. Comment, en effet, rendre compte par une image du cours imprévisible, par exemple, d'une phrase de Proust? Comment rendre compte dans une image de l'usage concomitant d'un imparfait et du passé simple? La fiction produite par le texte est en somme irréductible. La fiction que vous voyez, la fabulation que vous voyez dans votre esprit, est en somme irréductible à toute image externe. Eh bien, nous pouvons appeler ceci une disposition à la fiction et à la fabulation qui doit évidemment être pensée dans une anthropologie générale. C'est une disposition de l'espèce.
de l'espèce humaine. L'usage de signes constitutifs du symbolique, qu'il s'agisse de la phonation articulée, de l'écriture, du langage des signes, génère ce qu'on appelle en linguistique du signifié, et n'a donc de sens qu'à être mis en regard d'une capacité imaginante propre à l'espèce. Mais l'image n'est pas que simple reflet du texte, elle possède ce qu'on pourrait appeler son efficace propre, et cette efficace est puissante. Elle peut tout simplement suspendre le texte, elle détient ce pouvoir pour une bonne raison. L'image n'est pas, comme on dit, articulée, au sens où on dit d'un texte qu'il est articulé. Il est articulé, par exemple, en phonèmes, des unités de son. Il est articulé en morphèmes, unités de sens. Il est même articulé, nous disait Lévi-Strauss, en mythèmes, des unités narratives. Donc plusieurs niveaux d'articulation du texte qui peuvent être analysés. Mais si le texte est éminemment articulé, toutes les tentatives que l'on a pu faire au niveau de l'image pour lui donner le même statut ont échoué. Sémiologie de l'image, on n'a jamais réussi à en construire une particulièrement convaincante. Que ce soit au niveau de l'image mentale, le signifié, ou au niveau de l'image physique, picturale, filmique. Et de fait, jamais il y aura nécessité de lire une image, pour la lire donc de commencer par le haut, par la gauche, par le centre, ou par un point quelconque, plutôt que par une tentative de saisie du tout de l'image. C'est vraisemblablement de ce caractère non articulé que vient le pouvoir puissant de l'image, qui est un pouvoir de suspens que cette image donc peut posséder par rapport au texte. Une seule image peut mettre en question un réseau dense de sens et de significations dûment organisé dans un texte. C'est ce qu'essaient de trouver donc tous ces gens qui peignent, qui sont des artistes, qui montrent donc des objets singuliers qui nous provoquent et nous ouvrent à de toutes nouvelles réflexions. C'est évidemment comme ça, je viens de le dire, que procèdent l'émotion esthétique. Que surgisse une image ou un enchaînement d'images sidérants. Et voilà que sont suspendues les représentations auparavant organisées dans un texte. Nous voici, par une simple image, contraints de refaire un autre texte qui tienne compte de la perturbation ressentie et qui l'intègre. Il ne s'agit évidemment pas de prétendre traduire littéralement une image dans un texte, mais il s'agit de déchirer quelque chose qu'on pourrait appeler la déchirure effectuée dans le tissu du texte, parce que, par exemple, Roland Barthes, à propos de la photographie, appelait le ponctum issu d'images. Il parle de ceci dans un magnifique texte d'analyse de l'image photographique qui s'appelle La Chambre claire. Barthes entendait justement par ponctum, je le cite, ce qui traverse, fouette, zèbre, tout ce qui m'attire ou me blesse dans une image, tout ce qui me saute donc à l'esprit et qui défait ce que j'attendais. Donc le ponctum c'est un point qui s'érige, disait-il, Barthes, sur fond de stadium. Le stadium, c'est tout le corps classique d'information qui rend l'image accessible. Donc il y a un stadium, puis d'un seul coup, paf, il y a un point qui vous saute dessus et qui vous oblige donc à dire et à verbaliser à nouveau. Eh bien, c'est un excès qui référent à ce qui sort de l'image qu'il faut bien sûr réparer. Je ne dis pas bien sûr qu'il s'agit de trouver le texte qui correspond au ponctum de l'image, mais ce qu'il faut, c'est au moins un texte qui vienne suturer la déperdition apparue dans les réseaux de sens. Un texte qui n'exclut d'ailleurs pas un autre, voire d'autres textes. Hormis donc l'image esthétique et son ponctum, il existe un autre type d'image non articulée au texte. Une image intérieure au sujet, celle-là, soit ce qu'on appelle depuis Freud
le fantasme. Fantasme qui vient du mot grec phanaim, apparaître, ce qui apparaît dans votre esprit, et qui peut relever de la représentation inconsciente. Le fantasme renvoie à des images errantes, conscientes ou inconscientes. Souvent d'ailleurs, le fantasme peut être un fantasme de toute puissance qui hante l'appareil psychique. Et la caractéristique de ces images est qu'elles ont perdu leur arrimage à un texte qui, dès lors, ne peut plus figurer que comme texte perdu ou censuré. Vous vous souvenez peut-être de la définition de Lacan qui utilisait un terme qui parlait du texte pour définir le refoulement. Le refoulement comme étant ce chapitre c'est bien du texte, chapitre d'un livre, censuré, le chapitre censuré de mon histoire. Et qu'il faut faire en sorte qu'on puisse l'amener à nouveau à quelques apparitions pour qu'on puisse lire ce texte refoulé. Eh bien, comme le texte, entre guillemets, de ce fantasme est dérobé à celui-là même qui en est le porteur, ces images reviennent au sujet de façon répétitive ou intrusive, sans se fixer ni s'enchaîner dans un processus cumulatif. Et toute image extérieure peut alors venir entretenir le fantasme en s'aboutant compulsivement à lui dans des séquences sans texte. Et je parle de ceci justement parce que la télévision peut fournir ces images de toute puissance, mais plus encore, bien sûr, les jeux vidéo, ou des films de super-héros, où l'on trucide à tout va, en défiant toute forme de mesure et de loi. Si les films permettent l'identification du sujet audit héros, super-héros, les jeux vidéo, eux, mettent le sujet en position active. Ça commence d'ailleurs à se savoir. Pourquoi ? Parce que le Conseil économique, social et environnemental vient d'adresser, il y a 3 jours, une mise en garde contre l'usage excessif des écrans et des jeux vidéo par les jeunes. J'ai d'ailleurs assez travaillé avec les responsables de l'hôpital Marmottan, qui travaillent sur toutes les formes d'addiction, notamment les addictions sans produit, les addictions à l'image, par exemple, qui travaillent beaucoup sur ces questions. Par exemple, le responsable que je rencontre souvent de l'hôpital Marmottan, Marc Valeur, le docteur Marc Valeur. Alors, le conseil que l'on peut donner ici aux parents et aux éducateurs est de recommander, de raconter, de demander aux enfants de raconter, c'est-à-dire de verbaliser ce qu'ils ont vu à la télévision afin de remettre en discours ce qui est parti du côté du fantasme. Je me permets ici de faire remarquer à destination de ceux qui en appellent constamment à une éducation de l'image que cette éducation ne peut fondamentalement constituer, pour l'être parlant, qu'en une éducation au discours. Parle de ce que tu as vu et qu'il s'est logé dans un lieu de ton esprit auquel tu n'as pas immédiatement accès. Ramène-le. Alors, je vais terminer bientôt sur ce point. Le rapport texte-image étant posé, enchaînons sur la question de la fonction symbolique, de l'accès à la symbolisation, comment ça s'acquiert et comment ça se transmet. Eh bien, pour l'essentiel, l'accès à la symbolisation s'opère depuis toujours par la simple mise en œuvre de ce que j'ai appelé tout à l'heure la plus vieille activité humaine de l'homme, le discours oral de face à face. Et on pourrait dire qu'avec la télévision, on ne sache plus soudain nécessairement bien transmettre ce don. En simplifiant grandement, on pourrait dire qu'au bout d'un certain temps de commerce verbal avec ses parents, où le rôle de la verbalisation est essentiel, puisque même avant sa naissance, l'enfant se trouve
parler dans le discours de ses parents. Et bien sûr, il parle avec eux après sa naissance. Le petit homme, donc, acquiert, en répondant à cette interpellation, un ensemble de repères symboliques. Grâce à ces repères symboliques, ce qu'on appelle des indicateurs, le locuteur s'auto-indexe comme celui qui parle, fixant du même coup un « où » dans quel espace et un « quand », un « maintenant » où il parle. Donc « je », ici, maintenant. C'est ça qui définit le fait qu'un sujet parle. Et parle donc à un autre, à propos de quelque chose. Ce processus signe l'installation du sujet parlant dans une scène énonciative à partir de laquelle le monde extérieur devient représentable dans le discours. À partir d'une scène où je parle avec quelqu'un, je dis je à mon nom à un tu que j'interpelle, je peux convoquer tout le reste du monde, depuis la nuit des temps, depuis le Big Bang, hein, n'importe quel objet du monde, je peux parler du futur, hypothétique même qui n'existe pas encore. Je peux parler de tout, même de choses qui n'existent pas. Eh bien, cet accès à l'univers symbolique est fondamental et il renvoie à la capacité essentielle qui distingue l'homme des animaux, celle de pouvoir parler en se désignant soi-même comme sujet parlant et en s'adressant à ses congénères à partir de ce point et en leur envoyant des signes supposés représenter quelque chose. La fonction symbolique peut dès lors se représenter simplement. Pour y accéder, il faut et il suffit de faire sien et d'intégrer un système où je, présent, parle à tu, co-présent, ou vous, co-présent, à propos de il, l'autre, l'absent, l'image, bref, de ce qui est à représenter entre nous, présenter de nouveau entre nous. Présenter de nouveau entre nous, vous voyez que c'est une scène fabuleuse, parce qu'on peut présenter tout ce qu'on veut. Nous sommes des magiciens. Quand nous parlons, nous pouvons présenter n'importe quel objet, même des objets qui n'existent pas ici. Nous les représentons. Ainsi se transmet de génération en génération le don de parole, l'aptitude humaine à parler, de sorte que celui à qui l'on s'adresse puisse à son tour s'identifier dans le temps, maintenant, dans l'espace, ici, comme soi, comme lui-même, je, à partir de ses repères, et convoquer à son tour dans son discours le reste du monde. C'est ça, l'accès à la symbolisation. Or, c'est cette essentielle transmission générationnelle du bien humain le plus précieux entre tous, le discours, que la télévision peut éventuellement mettre en péril. La télévision et les images annexes, bien sûr, vidéo, cinéma et autres. Pourquoi ? Parce que sa grande différence avec le discours de face à face, c'est que la télévision fonctionne, vous l'avez sans doute remarqué, comme un discours, comme un médium non adressé. En effet, elle n'interpelle pas et elle n'oblige pas à répondre. Elle échappe ainsi à l'obligation symbolique fondamentale de la réciprocité, établissement que quand l'un a parlé, celui qui a parlé doit se taire, que l'autre doit lui répondre et que le premier, donc, doit entendre. Combien, d'ailleurs, voit-on de télévisions allumées dans les foyers qui, d'une certaine façon, parlent toutes seules, occupent tout l'espace, mais parlent toutes seules et n'interpellent personne en sujet. Ce qui m'a fait dire dans d'autres textes que la télévision est désormais la folle du logis. Celle qui parle toute seule et à qui vous confiez, nous confions l'éducation de nos enfants. Voilà donc pourquoi, vous m'arrêtez si je vais un peu trop loin, ça va, j'ai encore quelques minutes ? Bon, c'est bien. Voilà pourquoi, à elle seule, donc, la télévision ne peut produire que des sujets mal installés dans le discours. C'est cela qui me semble créer la différence quant au destin éventuellement violent des enfants de la télévision. Ceux qui auront été à peu près bien installés dans le discours, parce qu'on n'aura pas les parents et d'autres auront parlé avec eux,
dont les repères symboliques auront été fixés, pourront prendre en charge les images et même les mettre à profit et même en faire un usage créatif des images venues de la télévision. Pour peu qu'on leur demande, ils seront capables de retranscrire ces images en discours et même d'accéder donc à des formes de savoir et de connaissance. Cette capacité est évidemment décisive quant à la possibilité d'échapper à un destin éventuellement violent. En effet, tant qu'un sujet peut mettre en discours, il ne passe généralement pas à l'acte. Il ne franchit pas la barrière fatale qui conduit immanquablement de ce que j'ai appelé tout à l'heure du rapport de sens au rapport de force. Si ces repères dans le discours sont posés, alors il peut accueillir l'image, fût-elle hyper violente, pour aller et venir de l'image au discours. Dernier point, la fiction. Nous sommes maintenant en mesure de savoir si l'enfant de la télé peut confondre ou non la fiction avec la réalité. Cela dépend du fait que les repères symboliques de temps, de personnes et d'espace ont été fixés ou non. S'ils l'ont été, alors il existe un dispositif sémiotique, je, ici, maintenant, qui permet d'établir une scène de l'énonciation sur laquelle on peut convoquer par ces énoncés les autres et le reste du monde que l'on peut représenter. Mais si le sujet n'est pas bien fixé dans ses repères symboliques, il ne pourra pas accéder à cette réalité discursive seconde, ce que j'ai appelé tout à l'heure la représentation, et il ne percevra plus nécessairement la fiction comme fiction. L'image interne deviendra alors une sorte de branchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins abouté aux images internes, aux fantasmes qui hantent l'appareil psychique. Ces images peuvent donc assaillir celui qui les perçoit, celui qui les reçoit, sans se fixer ni s'enchaîner dans un processus cumulatif maîtrisable. Et ça peut générer des bouts de séquences hallucinés. Elles ne peuvent en somme que revenir de façon répétitive pour placer le sujet sous leur dépendance. Le pronostic est imparable. Toute vie sociale, en tant que nécessairement médiatisée par le discours, sera difficile à ceux que j'ai appelés les enfants de la télé, à commencer par l'école. N'étant pas vraiment entrés dans le discours, ils ne pourront que très difficilement prendre leur place dans le fil du discours qui distribue chacun à sa place. C'est pourquoi beaucoup de ces enfants que l'école a pour tâche aujourd'hui de faire rentrer dans le fil de ce discours qui fait alterner la parole de l'instituteur, du professeur et celle de l'élève, ont du mal justement à y entrer. On comprend dans ces conditions que l'école, les éducateurs et les rééducateurs ne sont pas au bout de leur peine. Eh bien, au terme de ce cheminement où j'ai cherché à sortir donc des sentiers un peu battus sur les rapports, violence, rapport à la télévision, violence des jeunes, etc., le tableau de l'impact de la télévision sur la socialisation et la subjectivation et sur l'accès au discours paraît particulièrement lourd. Sur fond de familles désinstitutionnalisées, sont hantés des surgeons de familles virtuelles constitués comme un simulacre. Ces simulacres viennent à constituer des parts d'audience fidélisées vendues sur le marché. Les clercs laïcs sont dessaisis de la production de biens culturels et de l'anthropofacture des sujets, le spirituel, disons, est pris en charge par des industries culturelles qui n'en ont ni le goût ni les moyens. Et des apprentis sorciers apparaissent, cherchant, au profit de ces mutations, à reconfigurer les subjectivités. La transmission du don de parole, que toutes les sociétés jusqu'alors avaient su reconduire, n'est plus également assurée au sein des populations.
cet allant de soi, parce qu'avant ça allait de soi qu'on transmettait le ton de parole, cet allant de soi devenant problématique se solde par l'apparition d'acteurs sociaux désemparés. Il apparaît des sujets mal installés dans le discours, inaptes à entrer dans le fil de la parole et à distinguer la fiction de la réalité. Bref, vous m'avez compris, il serait peut-être temps de se rendre compte de l'ampleur des problèmes. Je vous remercie.